14. À la hauteur de l'attaque. Bonjour à tous, on se retrouve pour des experts estivaux. On va parler des leçons du Covid après une saison entière de confinement. C'est l'occasion de réfléchir, souvent, de se remettre en question, parfois. Ici, donc, tout l'été, on prend l'hélicoptère, on prend de la hauteur et on tire les leçons du Covid. Aujourd'hui, on va tenter de tirer les leçons politiques de ce qui s'est passé avec un invité politologue, Pascal Deluitte, bonjour. Bonjour. Et deux experts chroniqueurs, Sylvie Losberg, la présidente du Conseil national des femmes, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Et Christophe Ginisti, le communicant. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Jacques. Alors, nous allons traiter de différentes questions sur la politique. Mais comment, finalement, nos institutions résistaient? Quel type de gouvernement idéal serait nécessaire? Minoritaire, de plein exercice, avec ou sans pouvoirs spéciaux? Et enfin, comment les hommes et femmes politiques ont réagi à cette pression des experts et de la population sur leur propre rôle? On en parlera avec Pascal Deluitte. Et je voudrais juste rappeler un de ses derniers livres, paru il y a 1 an. Alors, il n'a pas de rapport avec notre thème d'aujourd'hui, mais enfin, si vous vous intéressez au Parti libéral et à son histoire, ça s'appelle Du Parti libéral au MR, 170 ans d'histoire, et c'est paru aux éditions de l'université. Il sera, je l'espère, réactualisé, puisque comme il est paru il y a 1 an, on ne parle pas encore du président Georges-Louis Boucher. Ce sera certainement chose faite dans les mois, voire les années à venir. Alors, on va commencer tout de suite avec notre première question. Les institutions ont-elles tenu le coup? Je vous pose tout de suite la question, Pascal Deluitte. Est-ce que nos institutions ont tenu le coup pendant cette crise du Covid? Oui, elles ont tenu le coup, mais à un coût justement qui est quand même assez important. C'est-à-dire que la crise du Covid a été un révélateur d'un certain nombre de déficiences qui sont à la fois la traduction de politiques publiques qui ont été menées, en particulier en matière de santé, mais aussi un certain nombre de déficiences en matière d'organisation. C'est vrai parfois au niveau fédéral, c'était vrai aussi au niveau des entités fédérées. On a pu observer que notamment la situation dans les maisons de repos a été gérée de manière inefficiente et inefficace certainement dans un premier temps, ce qui explique d'ailleurs un bilan quand même assez dramatique dans les maisons de repos. Donc à la fois elles ont tenu le coup et on s'est adapté, puisque tant au niveau fédéral qu'au niveau des entités fédérées, on est passé par une logique de loi et de décrets spéciaux, mais avec aussi un révélateur d'un certain nombre d'éléments dont il faudra tenir compte à l'avenir. Je pose tout de suite la question à Christophe Ginisti, qui voit d'habitude tout à l'aune de la communication politique. Est-ce que pour vous, les institutions politiques belges ont tenu le coup? Oui, je trouve que les institutions belges ont tenu le coup dans la mesure où elles ont communiqué régulièrement, elles ont assuré, parfois avec des faux pas, avec beaucoup même de faux pas, mais des faux pas qui étaient assumés, des faux pas qui étaient corrigés, des faux pas qui étaient... Il y a eu une communication, il ne me semble pas que la communication, que l'information politique ait été défaillante. Elle a été parfois très improvisée, elle a été parfois un peu maladroite, mais elle a été en continu, elle a continué à parler. Et le message, il faut savoir qu'en ces périodes de crise, les gens se tournent vers les médias d'information dominants, ils se tournent vers les politiques et pour avoir des réponses, pour avoir quelque chose. Et la chose la plus importante à faire quand on est au pouvoir, quand on est détenteur d'un pouvoir, c'est de continuer ce dialogue et cette communication et de ne jamais l'interrompre. Alors chez nous, en Belgique, Sylvie Losberg, les institutions sont plutôt morcelées. Il y a un peu de tout. Il y a du fédéral, il y a du communautaire, il y a du régional. Est-ce que ça s'est retrouvé? Est-ce que ça s'est vu pendant cette crise? Oui, je pense qu'effectivement, ce qui nous a frappés, c'est, comme vous l'avez dit, la mise en évidence des failles. Et ces failles, elles sont à différents niveaux de pouvoir prises en compte par les exécutifs. Au niveau des maisons de repos et de soins, c'est vrai qu'il y a eu un problème, mais il faut dire aussi que les entités fédérées sont gérées par des équipes qui sont toutes neuves. C'est des équipes qui sont arrivées au mois de mai, juin de l'année dernière, avec des cabinets nouveaux, avec des ministres nouveaux ou nouvelles, alors qu'au niveau fédéral, on a quand même, je dirais, des familles politiques qui sont dans une forme de continuité, avec notamment un ministre de la Santé qui a vraiment travaillé à l'envers. Et donc, je crois qu'effectivement, les institutions ont tenu, mais aussi elles ont tenu. Pourquoi? Parce que le tissu social a tenu, la société civile a tenu, les secteurs ont tenu.
alors qu'on a vu depuis des années un désinvestissement dans les services publics, le social. Et donc, on voit bien qu'ici, il y a sans doute une revendication à porter, au niveau fédéral comme au niveau des entités fédérées, je pense un peu moins en Fédération Wallonie-Bruxelles d'ailleurs, pour que ce qui a permis à la Belgique de tenir et de faire en sorte qu'on évite une crise encore plus grave, c'est quand même la société civile et les secteurs qui ont fait le maximum malgré les déficits. Pascal Deluitte, si on avait été dans une société avec des institutions plus centralisées, comme en France par exemple, est-ce que ça se serait passé différemment ? Ça se serait peut-être passé différemment pour les maisons de repos. Pour le reste, en matière de santé, l'institution de référence, c'est l'État fédéral. Et donc, l'essentiel des mesures... mais on dit toujours qu'il y a 9 ministres de la Santé. Oui, mais ça, c'est un élément de communication pour, je dirais, diluer la responsabilité du ministère fédéral de la Santé en Belgique, qui a quand même été très défaillant. Cela dit, il faut bien voir qu'il y a des séquences dans la gestion de la crise sanitaire. On a bien vu qu'en première approche, et certainement jusqu'au début du mois de mars, le gouvernement fédéral a laissé l'entière responsabilité sur les épaules de la ministre fédérale de la Santé, Maggie De Blok, qui a géré les choses comme elle pouvait et pas très bien. Je crois que c'est assez reconnu aujourd'hui. Et somme toute, la première ministre n'a repris la main qu'assez tardivement, à la veille vraiment du confinement. Mais voilà, il faut bien dire que l'essentiel des choses sont des éléments de traduction des politiques publiques qui ont été menées depuis un certain nombre d'années. Ce qui s'est passé au niveau du secteur des soins de santé, au niveau des hôpitaux, c'était une traduction. L'absence de réserve stratégique en matière de masques, par exemple, l'absence de réserve stratégique en matière d'équipement, c'est du registre du ministère fédéral de la Santé. Mais on l'a vu dans des pays plus centralisés, que ça ne s'est pas mieux passé. Donc ça ne tient pas à l'institution belge. Le caractère centralisé ou décentralisé n'est pas un élément en soi indicatif. C'est-à-dire, si vous prenez l'Allemagne, qui est un État fédéral, on reconnaît que les choses ont été plutôt bien gérées. Si vous prenez d'autres pays qui sont plus centralisés, parfois les choses ont été bien gérées aussi. Donc le caractère centralisé ou décentralisé n'est pas un indicateur, c'est plutôt, je dirais, l'évolution des politiques publiques dans certains secteurs qui ont été une anticipation de ce qui a pu se produire en matière de gestion de la crise sanitaire. Christophe Ginisty. Il y a quelque chose de très unique dans cette crise du coronavirus, c'est le confinement. Le confinement a pour conséquence de partager la responsabilité de la sortie de crise entre les gens qui sont au pouvoir et les gens et les citoyens. On demande aux gens, par le confinement, de rester chez eux. On demande aux gens, par le confinement, d'adopter des mesures. On demande aux gens, finalement, on met énormément de responsabilité sur l'individu, sur le citoyen. C'est un peu ce que disait, en prolongement de ce que disait Sylvie, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans une crise où le politique décide de tout, on est dans une crise qui est symboliquement co-gérée, à la fois par le politique dont on attend beaucoup de choses, mais également par les citoyens dont on attend également beaucoup de choses, par leurs attitudes et leur mode de vie. Et ça, c'est une crise qui est unique de ce point de vue-là. Est-ce que ça veut dire pour ça qu'il y aura plus dans les années à venir de participation du citoyen dans les décisions politiques? Est-ce que ça peut accélérer le côté participatif? Très honnêtement, je n'ai pas trouvé qu'il y avait tellement de participation dans la décision politique. D'ailleurs, au contraire, on l'a refermé, puisqu'on a adopté le principe de pouvoirs spéciaux à l'échelle fédérale et à l'échelle des entités fédérées, c'est-à-dire des lois ou des décrets qui peuvent se prendre sans grand débat parlementaire, directement par la voie exécutive. Après, pendant la crise, on a aussi senti cette attente de participation, et à un moment d'ailleurs, cette attente d'un certain nombre de secteurs à pouvoir revendiquer et à pouvoir re-revendiquer de manière relativement normale, par exemple par le biais de pétitions, de manifestations, par le biais de rencontres avec les exécutifs. Et donc on est dans cette séquence-là, mais il y a très clairement un certain nombre d'attentes en matière participative et bien sûr aussi un certain nombre d'attentes en matière sociale aussi aujourd'hui. Sylvie Laudebert. Oui, alors pour revenir à la question de départ, il faut quand même se dire que cette crise sanitaire, elle s'est greffée à une crise politique qui était déjà vraiment tragique pour notre pays. Enfin, on vit dans une situation qui est peut-être pas inédite, mais je crois quand même que le couplage de ces deux crises, ça c'est totalement inédit. Donc le fait que ça a quand même tenu, le fait qu'on a réussi à faire en sorte de sortir petit à petit de cette crise sanitaire, dans une situation politique aussi crispée, avec des extrêmes qui sont là pour essayer de mettre la pression sur les institutions
que ce soit le Vlaams Belang et la NVA d'un côté, qui a vraiment mal joué le coup, on l'a vu avec la ministre, avec la première ministre, je veux dire, quand ils sont à 4 devant la population, on est dans une situation catastrophique, et la NVA crache littéralement sur la première. Je veux dire, c'est quand même des choses qui, pour la population, c'est dur en fait de se rendre compte qu'on est devant un personnel politique qui en est encore à ça, alors qu'on est en train de mourir dans les hôpitaux. Donc je pense que ce que vous dites, c'est vrai. On a utilisé la société civile, on a demandé aux gens, faites des masques, faites des casques, etc. Et au fond, on attend maintenant. On attend de voir comment on va pouvoir finalement mettre en lien cette société civile, tout l'apport qu'elle a fait, le soutien qu'elle a donné aux institutions qui étaient quand même un peu branlantes, pour créer quelque chose de nouveau. Et là, je pense qu'aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, on est à un tournant. Justement, parlons de notre deuxième question, finalement, puisqu'on en vient là. Quel type de gouvernement idéal est-ce que le gouvernement doit être de plein exercice, comme on le dit souvent, ou est-ce qu'il peut être minoritaire? On a vu que même un gouvernement minoritaire peut trouver, de circonstances, une majorité. Hein. Oui, en fait, il faut bien distinguer de plein exercice et un gouvernement minoritaire peut être de plein exercice. Ce qu'il faut distinguer, c'est de plein exercice ou en affaires courantes. Donc il faut bien évidemment un gouvernement de plein exercice. Je pense qu'un gouvernement en affaires courantes, dans la situation actuelle, serait vraiment très négatif. Et s'il fallait l'expliquer, pourquoi? Quelle est la première raison pour laquelle il doit être de plein exercice? Alors, parce qu'un gouvernement en affaires courantes ne peut prendre aucune initiative nouvelle, sauf celle qu'impose, je dirais, des obligations, vraiment des caractères exceptionnels et des obligations qu'on doit remplir, tandis qu'un gouvernement de plein exercice peut prendre des politiques publiques nouvelles, peut adopter des mesures nouvelles. Or, on sait qu'on est confronté, bien sûr, à un certain nombre de difficultés en matière de crise sanitaire, et surtout qu'on va être confronté à des problèmes très épineux en matière sociale. Voilà, les entreprises vont progressivement licencier une partie de leur personnel. Ça a déjà commencé, ça va se poursuivre durant l'été, c'est indubitable. Certains secteurs sont durement affectés, certaines professions libérales, professions indépendantes sont aussi très durement affectées. Donc il y a socialement un accompagnement à faire. Et bien évidemment, adossé à ça, on a ouvert les vannes, parce qu'il fallait ouvrir les vannes, c'est-à-dire qu'il va aussi falloir gérer les choses d'un point de vue budgétaire. Et donc il faut un gouvernement de plein exercice pour adopter un correctif budgétaire pour l'année 2020 et bien sûr un budget pour l'année 2021. Alors là, on sait effectivement qu'il y a plein de projets en termes budgétaires, on sait qu'il y a un gros déficit qui se présente, et la crise politique dont parlait Sylvie est importante. Comment arriver à mettre tout le monde d'accord autour d'une même table dans ces conditions-là? Il ne faut pas tout le monde, au total, il faut 76 députés, donc il faut qu'au minimum 76 députés à la Chambre des représentants donnent son aval à un nouvel exécutif de plein exercice, puisque pour l'instant le gouvernement est de plein exercice, mais de fait fonctionne avec 3 partis qui représentent 38 sièges, donc ça c'est quand même pas une situation idéale. Donc je dirais, somme toute, on connaît la donne depuis le 26 mai, donc c'est soit un gouvernement avec la NVA, soit un gouvernement sans la NVA. Après, la construction peut se faire. Elle est pour le moins mal partie, mais elle peut néanmoins se faire. Néanmoins, plus d'1 an après les élections, si à la rentrée rien ne se dégage, il faudrait aussi en tirer les conclusions, je pense. Ça veut dire qu'une des leçons politiques du Covid, c'est même quand il y a une grosse crise, on arrive temporairement à se mettre d'accord, mais au bout du compte, on retombe dans la crise et il faut de nouvelles élections. Ça pourrait être ça la leçon? Si on ne sait pas former un gouvernement, et on le sait depuis le 26 mai que ce sera extrêmement compliqué de le faire, on ne va pas rester avec un gouvernement en affaires courantes ou un gouvernement de plein exercice s'appuyant sur 38 sièges comme c'est le cas actuellement. Donc je pense qu'à un moment donné, le moment peut être déterminé, mais à un moment donné, il faudrait pouvoir tirer les conclusions de l'incapacité à former un gouvernement sur la base du résultat du 26 mai. De ce point de vue-là, des élections peuvent avoir du sens, elles peuvent d'autant plus avoir du sens que la configuration dans laquelle elle était organisée, le scrutin du 26 mai a été organisé, est quand même très différente de la configuration dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que des partis qui ont des positions, qui ont des exclusives parfois ou pas, peuvent changer de positionnement sans passer par la case élection? Oui, ils peuvent changer de positionnement sans passer par la case des élections. D'ailleurs, si on suit la vie politique depuis le 26 mai, on voit que plusieurs acteurs politiques ont évolué dans leurs déclarations avec ce que je pourrais appeler des allers-retours.
Cela dit, la solution ne se dégage pas aisément, et rien ne dit d'ailleurs que la solution se dégagerait aisément d'un nouveau scrutin. Mais parfois on est surpris, on a eu l'exemple espagnol, impossibilité de trouver un accord pendant 6 mois, nouvelles élections, et quasi dans la foulée de l'élection, quand bien même le résultat était plus mauvais pour les deux partis, accord entre le PSOE et Podemos. Oui, donc, on arrive à changer de position. Sylvie Losberg, vous voulez ajouter votre grain de sel? Bon, élection, pas élection, moi je pense que c'est quand même un moment, c'est un momentum dont il faut se saisir. Donc depuis des décennies, on est de réforme de l'État. Les gens n'y comprennent pas grand-chose, mais ça a une implication réelle et on l'a bien vu. Ça a des implications tous les jours pour les gens. Donc il me semble qu'on pourrait aussi se dire que dans un pays comme le nôtre, on peut mettre autour de la table les vrais démocrates. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un risque quand même de basculement dans le nord du pays vers plus de Vlaams-Belang. Ils sont déjà 18 au Parlement. Moi, je peux vous dire, quand vous les voyez, ça fait froid dans le dos. Bon. Donc, à un moment donné, il faut quand même se dire, est-ce qu'on ne peut pas changer de logique et ne pas être toujours dans la logique linguistique, nord-sud? Il y a d'autres enjeux, en fait. Et peut-être que, à l'aune de cette crise, on peut trouver un personnel politique qui sortirait de la boîte de Pandore dans laquelle on est enfermé et qui, si on suit cette logique, ça ne va pas améliorer les choses. Je ne pense pas que les élections vont... on ne sait jamais, évidemment. On peut toujours imaginer que tout à coup... Je vois l'air dubitatif de Pascal Desbuttes parce que pour lui, l'arithmétique est très importante et 76, ça reste 76. C'est ça ? Ouais, c'est-à-dire, c'est pas rien que pour moi, hein. Constitutionnellement, vous devez avoir une majorité parlementaire. Dès lors qu'il y a 150 députés, il en faut au minimum 76. Est-ce que ça peut être 76 flamands? Oui, ça peut être 76 flamands, bien évidemment, pour autant que le gouvernement soit paritaire linguistiquement. Ouais. Mais donc, vous n'avez pas de majorité au Parlement. Enfin, non, mais comment est-ce qu'on fait? Il ne faut pas, constitutionnellement. Donc, après... Non, il ne faut pas constitutionnellement. Non, voilà. Absolument, il n'y a aucune obligation constitutionnelle que donc, le rôle linguistique des députés soit affecté à la majorité parlementaire. Ouais. En revanche, la seule garantie, qui est une garantie minimale, c'est que le gouvernement doit être composé paritairement entre ministres francophones et ministres néerlandophones. Alors, troisième question, c'était que je voulais aborder avec vous, c'est qui a le pouvoir finalement? Est-ce que c'est l'expert ou est-ce que c'est le politique? On a vu quand même que ça se mélangeait, on avait l'impression que parfois le politique prenait le pas, à d'autres moments que c'était l'expert. Quelle est votre analyse, Pascal Desbuttes? Je crois qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Le pouvoir appartient aux politiques et c'est logique que le pouvoir appartient aux politiques. C'est-à-dire qu'il a des contraintes que n'ont pas les experts. Après, bien évidemment, et en particulier dans ce cas-ci, le politique a dû s'appuyer sur une expertise bien établie, c'est-à-dire, faute de s'appuyer sur une expertise, le système de santé explosait. Pour une raison simple, c'est que les unités de soins intensifs étaient un taux d'occupation des lits qui approchait les 100%, et si vous dépassez les 100%, alors là, vous devez commencer à faire le tri des personnes qui peuvent rentrer, ce qu'en réalité, on a déjà fait, hein. Pourquoi y a-t-il eu tant de morts dans les maisons de repos? C'est parce que les maisons de repos n'ont pas pu envoyer un certain nombre de patients dans les unités de soins intensifs des hôpitaux. Christophe Génisty. Les experts ont pris un rôle absolument considérable dans cette crise, et on le voit à peu près dans tous les pays, parce que dans la dialectique de la communication politique, il y a quelque chose qui est très perturbant pour un homme politique qui est au pouvoir, c'est de ne pas savoir. C'est de ne pas avoir les réponses, de ne pas pouvoir donner les réponses. Et on a été pendant pas mal de temps, pendant pas mal de semaines, pendant pas mal de mois, dans une situation où le politique n'était pas capable de donner des réponses. À la fois sur le virus lui-même, mais dans la manière avec laquelle on allait traiter le virus lui-même. Et ça, c'est une situation qui est intenable pour un politique, quel qu'il soit. Et donc, il s'est appuyé sur des experts, et les experts, finalement, ils ont délégué, les politiques ont délégué une partie de fait de leur pouvoir sur ces experts. On le voit aux États-Unis, notamment il y a un personnage qui est né de cette crise, le Dr Fauci, qui est le conseiller spécial, l'immunologue, qui est le conseiller spécial à la Maison-Blanche, qui lui est devenu en quelques semaines, en quelques mois, l'une des personnalités plus importantes et plus influentes des États-Unis, parce qu'il incarne, aux côtés de toutes les déclarations et de tous les tweets qui peuvent être un peu étourdissants, il incarne la connaissance, il incarne l'expertise. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est évidemment, comme le disait Pascal, aux politiques qui a la légitimité démocratique
d'avoir le pouvoir, mais pendant cette période-là, on a vu un partage de pouvoir et de responsabilité qui était assez intéressant et qui était, à mon avis, la seule manière de pouvoir traiter cette crise-là. Est-ce que vraiment un politique pouvait aller à l'encontre d'un avis d'un expert? Oui. On a vu parfois que les experts n'étaient pas toujours tous d'accord sur les masques ou sur la chloroquine ou sur d'autres choses, mais sur le confinement, par exemple, est-ce que le politique aurait pu dire non, je ne confine pas? Oui, oui. En démocratie, le dernier mot revient aux politiques. Et c'est logique. Certains pays comme la Suède n'ont pas confiné. Voilà, la Suède contre n'a pas confiné. L'avis des experts. Les Pays-Bas n'ont pas confiné. Au départ, la Grande-Bretagne n'a pas confiné. D'ailleurs, il lui en coûte beaucoup de ne pas avoir confiné au départ. Donc oui, certaines décisions ont été prises contre l'avis des experts. L'organisation du premier tour des municipales en France a été clairement prise contre l'avis des experts qui recommandaient de reporter la date. Sylvie Josberg. Oui, et puis c'est surtout le déconfinement, parce qu'avec le groupe de sortie du confinement, voilà, on a vu quand même que ce sont les experts qui ont dicté ou qui ont tenté de dicter au gouvernement comment on allait sortir, et si on les avait écoutés davantage, on ne serait pas encore sorti du confinement. Christophe Génisty, oui. Il y a un mécanisme là qui affole tous les politiques, c'est le mécanisme de responsabilité ou de culpabilité. C'est-à-dire vous prenez une décision contre l'avis des experts, vous en êtes potentiellement, vous en êtes responsable et vous en êtes comptable à l'échelle du temps. Et donc c'est très compliqué de prendre une décision. À partir du moment où vous avez fait entrer un conseil scientifique ou un expert à qui vous avez donné une tribune pour exprimer son point de vue, le fait de prendre une décision contraire à cet expert-là est un risque politique majeur. Et Pascal Léluyt, on a vu que la Première ministre se retrouvait avec les ministres-présidents face à la presse. Est-ce qu'une des leçons, c'est aussi que la Première ministre a tiré les marrons du feu dans sa posture, quand on regarde l'ensemble de la crise, en dehors des erreurs je pense que ponctuelles, politiquement, c'est la vainqueur. D'un point de vue politique, c'est la vainqueur. On l'a vu dans les sondages d'ailleurs, au niveau de la notoriété. Voilà, il y a deux éléments. Il y a la notoriété et la popularité. Et donc la notoriété qu'elle n'avait pas beaucoup, elle l'a acquise. Ça c'est un gain pérenne. Après, la popularité, c'est quelque chose de plus futile de temps en temps. Maggie de Bloch pourrait en parler. Mais en tout cas, Sophie Wilmès, qui était un peu vue là comme par défaut, a désormais acquis la notoriété. Et donc, par hypothèse, si on essaie de construire un nouveau gouvernement, ou par hypothèse, si on va aux élections, ce gain-là, celui de la notoriété, est un gain très important. Pourtant, on voit dans les sondages que les partis des majorités, de manière générale, même que ce soit régional ou fédéral, n'ont pas l'air, eux, d'en profiter. Non, mais ceci confirme les résultats du 26 mai. En fait, si vous regardez le 26 mai, à mes yeux, le principal enseignement, c'est que tous les partis de la majorité fédérale, des entités fédérées, ont perdu les élections. Les vainqueurs étaient les Verts qui étaient dans l'opposition, le PTB et le Vlaams Belang. Donc tous les partis du pouvoir avaient perdu les élections. Et il est possible que si de nouvelles élections intervenaient, cet élément-là serait amplifié. Donc c'est une observation qui n'est pas propre à la Belgique. On observe de manière générale un éparpillement du corps électoral et une forme de sentiment dégagiste, comme on dit en France, c'est-à-dire de sortir ceux qui sont dans la place, dans l'exercice des responsabilités. Un dernier mot rapide, peut-être en matière de communication politique, Christophe Génisty. Est-ce que les partis, en général, ont bien communiqué ? Est-ce qu'ils ont pu communiquer ? Non, les partis ont été totalement étouffés. Et dans beaucoup de pays, il y a eu une communication directe entre les gouvernants et les citoyens. Et les partis, notamment ceux qui étaient dans l'opposition, ont été assez naturellement marginalisés, parce que leur voix était inaudible. Parce qu'on est dans un moment où le citoyen n'a pas envie d'entendre ça. Il a envie d'entendre des directives, il a envie d'avoir des informations, il a envie d'avoir une source d'information principale qui lui dit qui lui donne des informations sur la pandémie, etc., sur la sortie, sur le confinement. Et toutes les batailles politiciennes
paraissent totalement futiles. Et en France, notamment, tous les partis d'opposition, que ce soit les Insoumis ou les Républicains, etc., ont été totalement satellisés et ont été totalement inaudibles. Dernière question, Pascal Deluit. Est-ce que les commissions spéciales des différents parlements peuvent changer la donne, faire évoluer les choses? Politiquement, en tout cas, ce sont des commissions périlleuses pour les ministres en place. Il est clair qu'à l'échelle fédérale, pour la ministre de la Santé, et à l'échelle des entités fédérées, pour les ministres en charge des maisons de repos, ça va être un moment compliqué à passer. Ça, je pense que politiquement, oui. Et le risque, dans une certaine mesure, et en particulier ce risque existe au niveau fédéral, c'est que le ministre compétent soit un peu celui sur lequel se cristallise toute l'animosité et donc saute politiquement, un peu le fusible pour tous les autres. Merci pour ce moment de réflexion. Merci à tous. On se retrouve samedi prochain pour parler de médecine, cette fois-ci avec les leçons sanitaires de la crise du Covid. Bon week-end.